Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le monde de l'écho. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la réunion de l'OPEP+ à Vienne. L'objectif était clair, faire remonter les cours du baril du pétrole en berne dans un environnement économique difficile. Dimanche soir, les pays exportateurs de pétrole ont ainsi arraché sur le fil un accord pour réduire leur production d'or noir. Mais est-ce suffisant? L'OPEP est-elle en capacité de faire remonter les cours? C'est la question du jour débattue par mes invités ici présents. Sur ma gauche, Dr Mourad Preur, vous êtes expert pétrolier international. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Sur ma droite, Dr Bardad Mendouche, vous êtes expert en énergie, ex-PDG filiale Sonatrach. Bonsoir Monsieur Mendouche. Bonsoir et merci de l'invitation. Alors sans plus tarder, nous allons parler un petit peu de cet accord, mais avant, on va reparler du contexte qui prévalait juste avant cette réunion de l'OPEP tant attendue. 75$, c'était le prix du baril avant la décision de l'OPEP. C'était les cours de l'or noir, qui ne s'étaient pas finalement effondrés, docteur Preur, même s'ils étaient à 120$ en mai 2022, avant la guerre en Ukraine. Pourquoi il fallait absolument fermer les vannes? La situation est assez singulière, assez complexe. En fait, les cours étaient à 80$ au début de l'année. Ils avaient ensuite, ils étaient montés à 84$ et ils s'étaient inscrits un peu dans une légère tendance baissière qui était amplifié par le jeu des spéculateurs. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut savoir que les spéculateurs dominent sur le marché pétrolier. Les spéculateurs recherchent la volatilité. C'est-à-dire, ils achètent et ils font monter les prix. Lorsque les prix atteignent leur point d'asymptote, ils vendent en masse et les prix descendent et ils achètent à nouveau, etc. C'est une situation qui n'était pas pour favoriser les pays producteurs. Mais en fait, l'aversion au risque des marchés est justifiée en l'espèce. Parce que les grands indicateurs de l'économie mondiale sont tous au rouge. C'est vrai. D'accord. Donc, en fait, les spéculateurs ont amplifié un mouvement baissier. D'un autre côté, il semble quasi certain que l'économie mondiale entame une récession assez forte. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec la faillite de certaines banques centrales, par exemple? C'est-à-dire que la question, voilà comment elle se pose. Il y a eu une montée inflationniste, et les banques centrales, pour contenir l'inflation, ont renchéri le prix de l'argent. Donc, la Federal Bank américaine a augmenté ses taux directeurs jusqu'à 5% en décembre. La Banque centrale européenne est arrivée jusqu'à 3,75%, oui, sans pour autant contenir l'inflation. Les États-Unis, l'inflation était autour des approchait les 2 chiffres. Les 3 premiers trimestres 2022, elle est retombée à 5% en décembre. Tout le monde a crié à la victoire. Et ensuite, elle est repartie. Et la Federal Bank, personne ne sait, il n'y a pas de certitude, mais la Federal Bank risque de monter encore les taux. D'accord. Maintenant, il y a eu des signaux qui ont rassuré un peu les marchés, à savoir l'accord entre le Sénat américain et donc pour le relèvement du plafond d'endettement. En fait, il faut savoir que c'est 33 000 milliards d'euros, oui, de dollars. C'est un sévère endettement. Donc tout ça a fait que les prix du pétrole, les spéculateurs, leur aversion au risque et leur jeu de spéculateurs, donc pervers, ont fait que les prix se plafonnent, testent de temps en temps, testent même à la baisse le seuil de 70%. D'accord. Ce qui est dangereux.
Et alors que l'Arabie saoudite et les pays producteurs visent un prix entre 80 on va et parler 90 d'Arabie milliards, saoudite un peu plus tard. 90 dollars le baril. Exact. Docteur Mendouche, quel est le bon prix équilibre, un prix consensuel, on va dire ça comme ça, en sachant qu'aujourd'hui même, le prix du baril est à 77 dollars, soit une augmentation de plus de 0,70%. En fait, on ne peut pas parler d'un prix consensuel parce que ça dépend de chaque pays producteur. Par exemple, si on prend l'Arabie saoudite qui peut produire jusqu'à 12 millions de barils jour, qui a des capacités importantes d'augmenter la production, ce n'est pas la même chose que l'Algérie qui est autour d'1 million de barils jour. Donc, pour l'Algérie, un prix à 80 dollars, stable dans le temps, pendant plusieurs années, serait un prix consensuel qui arrangerait le producteur et les consommateurs. Seulement, comme l'a dit Simourad, c'est ce problème de volatilité. Le prix augmente, ensuite il diminue, ensuite il réaugmente. Oui. C'est un petit peu en dents de scie et ça n'arrange pas les producteurs, bien entendu, parce que ça ne leur donne pas une visibilité dans le temps pour pouvoir investir, avoir suffisamment de ressources financières et investir. Et les consommateurs ont la même difficulté, à savoir une inflation qui est liée, comme l'année 2022, qui est essentiellement liée et impactée par l'énergie, c'est-à-dire les carburants qui ont augmenté un peu partout, aux États-Unis, en Europe, etc. Et pour parler de l'actuelle réduction de 1,6 million de barils jour, décidée par l'OPEC, il faut savoir que l'année passée, le 5 octobre, l'OPEC et OPEC+, et ses alliés, les 13 membres, plus les 10 membres non membres de l'OPEC, mais alliés dans cette réduction de production de pétrole, avaient déjà réduit de 2 millions de barils. Oui. Et donc, on avait une année 2022 avec une moyenne de 101, avec des pics jusqu'à 120 dollars, mais la moyenne de l'année 2022 était de 101 dollars. Ces 3 derniers mois, par exemple, le mois de mars, on a une moyenne de 78. Le mois d'avril, c'est 84. Et puis, subitement, le mois de mai, c'est descendu à 75. Donc, la décision du 6 juin, ça a été perçu par les spéculateurs comme étant une réduction de l'offre. Et donc, il y a eu déjà un gain de 2 dollars le baril, ce qui est bon pour les pays producteurs. Si on se base sur les prévisions de 2023, le Goldman Sachs, qui est une banque qui gère beaucoup d'actifs pétroliers dans le monde, une banque américaine, elle prévoit que sur l'année 2023, on aurait un prix moyen de 105 dollars, donc qui est légèrement supérieur à celui de 2022. Est-ce que ça va être le cas? Personne ne peut le dire. Oui. Maintenant, nous, ce qu'on sait en tant qu'experts dans ce domaine, c'est que traditionnellement et historiquement, pendant l'été, il y a une consommation importante de carburant, à savoir que 70% du pétrole, il va dans le secteur des transports. Oui. Donc, en été, les Européens, les Américains, les pays vont plus en vacances, se déplacent plus, il y a plus d'avions, il y a plus de bus, il y a plus de véhicules qui circulent, donc plus de demandes. Donc, quand il y a plus de demandes, automatiquement, il y a plus, le prix va augmenter, compte tenu que l'offre n'est pas aussi élastique. Même si l'économie mondiale est à l'arrêt. Le problème, j'y reviens. Donc, l'économie mondiale, sur 2022, c'était 3,4% de croissance. Le FMI, Banque mondiale, avait prévu à 3,2 pour 2023. C'est révisé à 2,8. Donc, les fondamentaux, c'est-à-dire lorsque vous avez une économie mondiale qui n'a pas un taux de croissance important, automatiquement, la demande de pétrole, elle est pas importante. Surtout, les incertitudes qu'il y a en Chine, c'est-à-dire la croissance, c'est le pays qui importe le plus, autour de 20 millions de barils par jour. Donc, automatiquement, comme vous avez la Chine et l'Inde qui importent moins, automatiquement, vous avez un problème au niveau des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, qui vient tout le temps. Donc, comme l'a dit Simourad, les spéculateurs aussi jouent un rôle.
nous avons aussi l'état des stocks au niveau des États-Unis de pays occidentaux. En 2022, ils ont quand même acheté, ils ont fait des stocks. Et donc, quand vous avez des stocks à un niveau élevé, ils vont baisser, c'est vrai. Et donc, là, quand les stocks vont baisser, il y a une demande. Donc, automatiquement, les prix vont remonter. Docteur Preur, j'aimerais attirer votre attention sur ces pays donc, producteurs. Est-ce qu'il y a des pays producteurs qui risquent de souffrir de cette crise plus que d'autres? En fait, les pays producteurs, le fait qu'ils réduisent, là, parce qu'il y a eu en novembre 2022 2 millions de barils par jour qui ont été réduits, et en plus de ça, il y a eu 1,7 million de barils par jour avec avril, le million de barils par jour. Donc tout ça fait que l'OPEC est en train d'arriver, l'OPEC plus maintenant, depuis le consensus d'Alger de novembre 2015. Hein. Donc l'OPEC est 10 pays, dont la Russie, c'est-à-dire 90% des réserves mondiales et près de 50% de la production. Donc c'est un oligopole important et un oligopole coordonné. La théorie économique dit qu'il fonctionne comme un monopole. D'accord. Donc, mais pourquoi il n'arrive pas à porter les prix au niveau qu'il souhaite? Oui, justement. C'est que, premièrement, bon, d'abord, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils peuvent augmenter les pays producteurs? Il y a 1000 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration-production qui ont disparu depuis 2014. Donc, il y a des pays qui sont en souffrance. Absolument. Et bon, parmi les pays de l'OPEC+, vous avez le Nigeria, l'Angola, le Gabon qui n'arrivent pas, de toute façon, à augmenter leur production. Il n'y a que les Émirats arabes unis qui ont obtenu, cette fois-ci, le 4 juin, une augmentation de 200 000 barils par jour. En fait, les spare capacities, les capacités résiduelles qui peuvent être mobilisées, elles tournent autour de 2,1 millions de barils par jour. Ce qui n'est pas... parce que le marché est sensible à un paramètre, c'est le risque de rupture d'approvisionnement. D'accord. Oui. Et là, normalement, avec les risques géopolitiques qui pèsent sur la Russie, qui pèsent sur l'Irak, qui pèsent sur l'Iran, hein, normalement, la pondération avec les risques géopolitiques, les prix auraient dû être à un niveau de 100-120 $ le baril. N'était-ce cette aversion au risque, cette anticipation pessimiste des marchés quant à l'évolution de l'économie mondiale? Brded, mon ami, collègue de Sonatrach, que j'ai le plaisir de retrouver ici, hein, rappelez la croissance économique mondiale qui est prévue par le FMI de 2,8%. Il faut savoir que en fait, ça va être 2,5% à peu près, le consensus, parce que ça, c'est un scénario haut. Et un scénario médian, c'est une croissance de 2,5%, voilà. Avec un déclin pour l'OCDE. Et un déclin prononcé pour la Grande-Bretagne, on anticipe moins 0,7%. Le FMI anticipe moins 0,7%. Hein. Oui, tout à fait. Et pour l'Union européenne, un faible 0,5%. Donc, on est dans une situation quasiment de récession établie. C'est ce que j'allais dire. Les pays développés entrent presque en récession. Et la demande est mécaniquement induite par la croissance économique. Donc là, la situation est très grave de mon point de vue. Est-ce qu'on assiste concrètement à un nouvel ordre mondial? Et là, justement, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais insister, c'est que, premièrement, il y a cette crise énergétique, cette crise économique qui est dans l'épicentre est l'Europe, hein, mais avec des États-Unis en grave difficultés structurelles. Tout à fait. Il y a de nouvelles alliances qui se dessinent au sein de l'OPEP même. Et dans ce contexte-là, il y a eu l'étincelle ukrainienne qui a fait exploser un équilibre instable.
Et en fait, nous assistons, selon moi, à la fin de la globalisation néolibérale anglo-saxonne. On ne parle même plus de globalisation, mais de globalisation néolibérale anglo-saxonne qui a atteint ses limites historiques, et je dirais même c'est la fin de l'Occident, carrément. Nous voyons cette crise, comment dirais-je, ukrainienne a eu pour effet d'agglomérer, de créer une harmonie entre des pays qui étaient en recherche d'harmonie. C'est-à-dire que ce que Zbigniew Brzezinski, le maître stratège américain qui inspire M. Obama lui-même, qui inspire la direction actuelle des États-Unis. Donc lui parlait il disait il ne faut jamais que l'Allemagne et la Russie s'unissent. C'est vrai. Parce que l'équilibre eurasien va complètement déséquilibrer les États-Unis. Or, non seulement l'Allemagne a été mise dans une situation de perdition, d'accord, et ce que Brzezinski appelle les Balkans eurasiens, c'est-à-dire la zone qui va du Kazakhstan en passant par la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, jusqu'à l'océan Indien, sont en train de faire jonction avec la Russie et avec la Chine. Et donc là, nous avons une nouvelle globalisation. La Chine qui est à la tête d'une zone de libre-échange qui représente 40% des échanges commerciaux mondiaux. C'est-à-dire, et avec ça, vous avez le dollar qui représente 88% du commerce comment dirais-je, des échanges commerciaux, des volumes d'échanges mondiaux, alors même que les États-Unis ne représentent que 9% des exportations mondiales. Il y a un hiatus qui n'est plus possible de... Certains pays commencent déjà à commercer avec leur propre monnaie nationale, comme la Chine, la Russie. La conséquence va être... C'est un peu un effet papillon. Les théories du chaos, c'est un battement d'ailes de papillon en Colombie provoque un ouragan à Bombay, les fameuses théories de Lorentz. Et là, en fait... l'Inde qui achète son pétrole en roupies, la Russie va bien entendu acheter des biens et des services indiens, mais elle aura aussi une épargne et qu'elle va placer sur les marchés obligataires indiens. De la même manière que pour la Chine, elle va payer en yuan et elle va acheter des biens et services chinois. C'est ce qu'ils font déjà. Et la Russie qui demande à être payée en... Mais je pense qu'ils auraient dû le faire en rouble. Pourquoi? Est-ce la fin de l'hégémonie du dollar, justement? Justement, la grande question, et mon ami Borded sera d'accord avec moi, la grande question, c'est que nous allons avoir une multiplication de marchés pétroliers et non plus un seul avec le Brent et le West Texas intermédiaire, mais plus grave encore, une multiplication de marchés obligataires. C'est-à-dire, et là, quand on sait que le dollar est adossé en grande partie aux obligations, puisque tous les pays qui utilisent le SWIFT vont acheter des obligations, les pays producteurs, acheter des obligations d'État américaines et donc soutenir un dollar qui a une valeur surfaite depuis 1971. Docteur Mendouche, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vient de dire le docteur Traoré. J'abonde parfaitement dans ce qu'il a dit, parce que auparavant, bien avant la guerre Russie-Ukraine, il y avait une dominance dans les échanges pétroliers et gaziers, c'était le dollar. Tout à fait. C'est tout à fait clair. Mais après la guerre, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la Russie demandait à être payée en roubles. Il y avait un grand problème avec les Européens qui disaient que leur contrat était libellé soit en euros, soit en dollars, et la Russie ne voulait pas vendre. Donc déjà, il y a un marché qui s'est créé donc, dans une autre monnaie. Les Chinois, la même chose, utilisent le yuan. L'Inde utilise sa monnaie. Mais il y a une autre donnée, à savoir les BRICS qui sont en train de monter, avec d'autres éventuellement pays adhérents dans l'Algérie. Et une éventuelle monnaie unique. Il y a une perspective
d'une monnaie. Pour le moment, on ne sait pas est-ce que cette monnaie va être comme l'euro ou ça va être une monnaie d'échange, certainement, à l'intérieur. Donc ça va affaiblir le dollar, c'est-à-dire ça va diminuer de l'importance du dollar dans les échanges mondiaux et notamment dans le secteur énergétique et particulièrement pour le pétrole. Donc ça va avoir une influence sur l'heure. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Mourad, c'est le désinvestissement qu'il y a eu depuis 2014-2015, un peu plus de 1 000 milliards de dollars dans l'exploration. Le risque, c'est que certains pays producteurs ne peuvent pas, si la demande vient, donc ne peuvent pas augmenter leur production. Donc là, on va avoir un effet immédiat sur les prix, puisqu'il y a une demande importante et une offre insuffisante. Il n'y a que certains pays producteurs qui ont des capacités productives additionnelles possibles, mais d'autres pays ne peuvent pas parce que, il y a les investissements dans le domaine de l'exploration, mais aussi les investissements dans le domaine des développements. Si on prend par exemple le cas de l'Algérie, lorsqu'un champ existe, tel que on va prendre Hassim Saoud, puisque Hassim c'est le gaz, il y a un investissement dans le développement, des puits de développement, de la maintenance de puits, des procédés de récupération secondaire, tertiaire, qui demandent de l'argent. Et donc, pour pouvoir produire plus, certains pays n'ont pas cette capacité financière pour pouvoir financer leur capacité de production additive. Si je prends le cas, Dr Preur, de l'Arabie Saoudite dont vous parliez tout à l'heure, qui compte donc réduire encore d'1 million de barils jour, une décision unilatérale, on va le dire. Est-ce que l'Arabie Saoudite qui considère, j'ai vu ça sur Vision 2030, qui considère qu'en 2030, justement, elle n'aura plus de revenus de pétrole et qu'elle fera la mutation de son économie, est-ce qu'il fallait plutôt optimiser entre la production et la valorisation des stocks? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? En fait, le problème de l'information pétrolière et gazière en général, c'est que les émetteurs d'informations sont des experts et des revues spécialisées. Et les récepteurs peuvent être le public. Or, les émetteurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas tout à fait honnêtes. Moi, je défends l'intérêt de mon pays, tout comme Bagdad. Donc, c'est honnête. Les statistiques sont souvent retravaillées de telle sorte que, par exemple, y compris les informations économiques. C'est-à-dire la confiance des ménages, des consommateurs, c'est un paramètre qu'il faut soigner pour que les ménages continuent à consommer et alimente la machine économique. Donc, il faut être clair là-dessus. Maintenant, l'Arabie Saoudite, il y a une réalité. C'est-à-dire, il y a eu trop d'intox autour de la transition énergétique. Il y a eu une idéologisation de la transition énergétique. D'accord? Donc, dès lors qu'il y a des partis politiques qui sont écologistes, un parti veut le pouvoir et donc Mme Merkel ferme les centrales nucléaires pour avoir une majorité parlementaire et rester donc à la tête de l'Allemagne. Et la conséquence, elle est catastrophique pour l'Allemagne aujourd'hui. Donc vous voyez que l'Arabie Saoudite, et donc on regarde les télévisions, la télévision des BMW qui ont 500 km d'autonomie et des machins. Le salon de l'automobile de Paris est le dernier en septembre, il n'y avait que des véhicules électriques. Bon, tout ça, l'Arabie Saoudite, jusqu'à présent, au-delà de ce que dit la presse, l'Arabie Saoudite qui suit les États-Unis, etc., mais l'Arabie Saoudite suit ses propres intérêts, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, l'Arabie Saoudite voulait échanger sa doctrine, échanger un short-term paid contre un long-term gain. D'accord? Une douleur à court terme, une perte à court terme contre une... Elle voudrait vendre plus cher. Donc, un gain à long terme. Elle ne voulait pas d'un prix qui détruise la demande. D'ailleurs, il y avait eu dans la presse, justement, des experts qui parlaient du pic demande.
On parlait du peak oil et j'adhère à cette thèse, même si le peak oil prend la forme d'un plateau ondulé, le progrès technique chaque fois repoussant un peu plus, mais on est arrivé et on va connaître un choc. Moi, j'avais anticipé un choc avec cette nouvelle décennie, vers 2025, peut-être un peu plus reculé à cause des crises économiques, mais le choc va arriver. Parce que 80% de la croissance de la demande va venir des pays émergents et elle est incompressible. À l'horizon 2030 Non, avant 2030, je pense. D'accord. Maintenant, l'Arabie saoudite, elle veut un short-term gain. Elle veut un gain à court terme. C'est légitime. Voilà. Elle est sur une ligne et elle sait elle sait placer le curseur dans le centre de gravité de la croissance de la demande pour le futur, à savoir l'Asie. Oui. Et les États-Unis sont une puissance, un hégémon déclinant. Voilà. Docteur Amendouche, est-ce que, là, concrètement, au sein des pays producteurs de pétrole, au sein de l'OPEP même, est-ce qu'il y a des intérêts divergents, on va dire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y a plus cette cohésion qu'on connaît au sein de l'OPEP? Le problème qui se pose, c'est que l'OPEP, c'est à peu près 30 à 35% de la production. Si on rajoute les 10 pays, ce qu'on appelle l'OPEC+, ça donne autour de 40-45% de la production. Mais à l'intérieur de l'OPEP, chaque pays a ses propres exigences, il a ses propres difficultés, il a un besoin de son financement, de son économie, qui peuvent ne pas être les mêmes pour l'ensemble. Donc, si on revient sur l'Arabie saoudite, compte tenu des projets qu'ils ont, des 2 nouvelles villes, d'un montant financier très important pour pouvoir financer cela, il est clair, comme l'a dit notre ami Mourad, ils ont besoin d'argent tout de suite. D'ailleurs, l'année passée, lorsque les États-Unis ont fait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'il n'y ait pas de réduction, malgré ça, l'Arabie saoudite a décidé d'aller dans la réduction. Ça a créé un mécontentement aux États-Unis, en Europe, etc. Mais pourquoi? Comme l'a dit si bien notre ami Mourad, ils ont vu leur intérêt, ils n'ont pas vu les intérêts des autres. Bien qu'il y a une alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis qui date d'il y a longtemps. Même si l'Arabie saoudite a émis le vœu également de rejoindre le groupe des BRICS. Absolument, j'allais en venir. Oui. Si l'Arabie saoudite veut aller aux BRICS, c'est qu'elle a trouvé qu'il y a un intérêt pour elle à aller aux BRICS. Maintenant, si j'ai bien compris, vous avez dit que l'Arabie saoudite, d'ici 2030, il n'y aura pas de... Oui, sur Vision 2030, on dit que l'Arabie saoudite a 7 ans de pétrole. Non. Oui. Ils ont presque 380 milliards de barils en place, prouvés, sans les possibilités de récupération secondaire et tertiaire. Donc on n'est pas, on est peut-être une centaine d'années. Même ce qui se dit sur l'Algérie, c'est aussi pas vrai, parce qu'il y a eu une réévaluation de nos réserves à la lumière des petits gisements qui ont été découverts, qui ont été mis en production. Et nous avons, au minimum, pour le pétrole, jusqu'à 2035-2040, ceci sans... prévoir ce qui pourrait être récupéré par les nouvelles techniques. Parce que quand on dit réserve en place, ça veut dire par les techniques connues à ce jour. Si demain il y a une autre technique de récupération, le champ de Hassim Saoud n'a pas tout donné. On n'a pas tout Lorsqu'on a découvert Hassim Saoud, il y avait 50 milliards de barils en place. Voilà. Déjà. On a consommé 15%. Bagdad est un homme des gisements. On a consommé 15% de Hassim Saoud à un taux de récupération de 27%, 26-27%. C'est-à-dire que si on augmente le taux de récupération de Hassim Saoud de 4%, ce qui est possible avec les nouvelles techniques, l'injection, le tensioactif, etc. On a une quarantaine d'années de plus.
Et justement, si on prend le cas de l'Algérie qui maintient sa réduction de pétrole de 48 000 barils jour jusqu'à 2024, quel est votre commentaire à vous, Docteur Mendouche? Il faut savoir que lorsque l'OPEP prend une décision de réduction, il y a une règle, c'est chaque pays il a sa quote-part selon sa production. Celui qui produit plus, comme l'Arabie Saoudite qui est celle qui produit le plus, c'est 1 million. L'Algérie qui produit 1 million de barils jour, sa part c'est 48 000 barils par jour. Maintenant, d'abord ça c'est techniquement, sur le plan technique, quand on réduit, on permet au gisement de mieux récupérer, de souffler, de respirer, voilà, pour ne pas utiliser des langages techniques. Ça permet aussi aux ingénieurs qui sont sur place de production, de réservoirs, etc., de ne pas être sous pression, parce que quand on demande à produire plus, il y a d'autres considérations qui font que les gisements souffrent un peu plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Les gisements qu'il y a, les petits gisements, les découvertes, d'abord sur l'année 2023 jusqu'à présent, la Sonatrach a eu 13 découvertes et c'est dans le Middle East and Africa, c'est le seul pays, enfin, ou la seule société qui a eu le plus de découvertes, même si c'est des petites découvertes. C'est pas... Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse découvrir un autre Hassim Saoud ou un autre Hassir Mel. Mais c'est les petits ruisseaux qui font les... C'est quand même important, d'autant plus qu'ils sont autour des grands gisements et pas loin des centres de production. Donc cela veut dire que leur mise en exploitation pourrait se faire dans les quelques années à venir. Et ça va contribuer à augmenter les réserves du pays et augmenter également les capacités d'exportation du pays. Concernant, vous qui êtes expert international, Dr Prar, concernant justement ces nouvelles alliances qui se dessinent au sein de l'OPEP, quel est l'intérêt de l'Algérie? Bon, l'Algérie, là je vais parler, si vous voulez, l'Algérie doit être, comment dirais-je, doit être réaliste et pragmatique. Oui. C'est-à-dire la vision de l'Algérie doit être pragmatique. D'abord, le pétrole n'est pas fini. L'ère du pétrole n'est pas terminée. OK? Donc aujourd'hui, le pétrole, c'est 34% de la demande mondiale, laquelle demande augmente autour des 3%, selon les années, de 2-3%. Hein? Le gaz représente... le gaz et le pétrole sont dans un sentier de 55-60% depuis 40 ans. Et il y a une inertie dans les systèmes énergétiques. Le charbon complétant le tout pour faire 80% de la demande mondiale d'énergie. D'accord? Donc, je ne pense pas que l'ère du pétrole soit terminée, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'Algérie, d'abord, elle a une expertise. Elle a des réserves, mais elle a surtout une expertise. Elle a une expertise dans le pétrole, elle a une expertise dans le gaz naturel. Tout à fait. Dans le management de toute la chaîne gaz, depuis le gisement jusqu'à la liquéfaction. Tous les procédés de liquéfaction sont opérés en Algérie. L'un des leaders de la liquéfaction, Air Product et EPCI, est partenaire en Algérie et on utilise ces procédés. L'Algérie devrait postuler à rentrer dans le rang des grands acteurs énergétiques de demain. Et pourquoi ne le fait pas? Il faut que ça soit, et je le dis franchement, il faut que ça soit une ambition d'État. Une volonté politique concrète. Une ambition d'État. Le Conseil national de l'énergie fixe cela comme une ambition d'État. L'Algérie n'est pas seulement un exportateur, elle doit être un acteur et participer. Donc il faut muscler Sonatrach au plan du management, au plan de la technologie, et tout ça est possible. D'accord? C'est l'Algérie qui fera réussir à l'Algérie, c'est Sonatrach qui fera réussir à l'Algérie sa transition énergétique. C'est Sonatrach qui, dans 20 ans, fera rentrer l'Algérie dans le nucléaire. Il faut avoir un potentiel, comment dirais-je, de la bouteille
sur le plan managérial et technologique pour pouvoir passer d'un paradigme énergétique vers un autre. Complètement. Donc, comme disait un ancien PDG de Sonatrach, c'est la prunelle de nos yeux. D'accord? Donc ça, ce sont des femmes et des hommes algériens qui opèrent des gisements, des installations qui sont comparables, n'est-ce pas, comparables à ce qu'il y a aux États-Unis, en Europe, en Asie. C'est des Algériens formés à l'école algérienne. 100%. D'accord? Donc, l'Algérie ne doit pas se voir comme une source. Moi, je suis stupéfait quand je lis des articles où là, je vois certains, on va dire, experts, ils se présentent comme ça, dire on va exporter du soleil. يعني يدينا مكسرين حنايا البارح اون اكسبورتي واش ربي سبحانه وحطنا تحت رجلينا c'est vrai qu'on a de l'or sous les pieds on exporte واش حطنا فوق راسنا qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on rentre dans la transition énergétique, c'est avec Sonatrach et Sonelgaz, hein, et donc en maîtrisant la chaîne de valeur, du lithium jusqu'à la cellule photovoltaïque, etc., jusqu'au tout ça. Et à mon avis, l'Algérie, elle est sur une route africaine. Justement. Qui est importante pour l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, elle est en grave difficulté. Ça ne sera pas le GNL qui viendra des États-Unis ou d'ailleurs le gaz de schiste américain. Très cher, hein. Je demande à voir la durée de vie des réserves. Hein. Absolument. D'accord, je demande à voir. Un autre jour encore. C'est un autre débat. Mais l'Algérie, elle est sur la route africaine. Elle est la fenêtre européenne. Oui. Pour l'Afrique, elle est la fenêtre africaine pour l'Europe. Et donc, il faut que l'énergie, il faut que nous dépassions cette vision rentière que nous avons des hydrocarbures et de l'énergie en général. On l'a élargi maintenant à le soleil. C'est vrai. On va exporter de... Non, on a des acteurs, on a la grande richesse de l'Algérie, c'est l'intelligence, c'est le patriotisme des Algériens. C'est vrai. Oui. C'est tellement pertinent ce que dit Simourad que on constate que, Inch'Allah, ça va arriver prochainement. ExxonMobil, qui est la plus grande compagnie privée dans le monde, parce que la plus grande, elle est publique, c'est l'Aramco, plus Chevron, qui n'est jamais venu ici. Ces deux compagnies ne sont jamais venues. S'ils s'intéressent à l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, et ils étaient là ils ont commencé à négocier avec la Sonatrach. Ces gens-là, ils ne viennent pas comme ça. Ils ont des études, ils ont des données, ils ont un potentiel du domaine minier algérien. Et cela veut dire qu'il y a un avenir encore, un potentiel très important à développer. Même si on va aller, et moi je suis tout à fait partisan d'y aller, avec un certain nombre de mesures de précaution et de garanties pour le gaz de schiste, où on se situe dans le 3e pays dans le monde qui avons ces réserves. Et donc, dire que ça va s'arrêter d'ici 2030, d'ici 2035, c'est tout à fait pas vrai. Deuxièmement, je rejoins ce qu'il a dit et je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on constate pour les grandes compagnies pétrolières, telles que Total Energy, qui a changé son nom? Ça veut dire c'est c'est Total, qui va aller à la transition énergétique. Donc, à mon avis, la Sonatrach, c'est elle qui va conduire. On n'a pas à créer une autre entité ou une autre institution. Parce qu'ils ont l'expertise. Parce qu'ils ont les capacités managériales. Il n'y a pas de problème pour partenariat. Moi, je parle d'ici en termes d'organisation, en termes d'institution. Vouloir créer une autre entité ou une société, si c'est une filiale de Sonatrach, tout à fait d'accord. Parce qu'il y a toujours la société mère, il y a toujours l'expertise. Mais c'est la Sonatrach qui va faire la transition énergétique. D'ailleurs, ils ont commencé avec le groupe ENI, ils ont commencé pour les bases au sud, pour pouvoir transformer l'énergie qui vient du gaz pour aller à l'énergie solaire. Et cette partie de gaz qui est utilisée dans les centrales, elle va être économisée pour être exportée et ramener des devises à l'Algérie.
Très bien. Oui, une petite minute, docteur Preur. Monsieur Mendouche, vous qui connaissez bien les États-Unis, j'aimerais qu'on parle des pays producteurs de pétrole qui ne font pas partie de l'OPEP+, notamment donc les États-Unis, plus gros producteurs au monde. Sont-ils prêts à prendre les mêmes mesures pour équilibrer le marché? Vous savez, aux États-Unis, quand on dit bon, ils ont dépassé en termes de production, ils sont à 12,5 à peu près millions de barils jour, mais aux États-Unis, ce n'est pas l'État, hein, on s'entend bien. Aux États-Unis, c'est privé, c'est des sociétés privées, c'est ExxonMobil, c'est Chevron, c'est les autres, il y a pas mal de sociétés privées. Le droit américain n'est pas le droit européen. Quand vous avez là-bas, vous avez le sol, vous avez le sous-sol. Oui. Donc, une société peut venir acheter votre jardin, votre villa, et faire un forage, trouver et développer. Maintenant, le problème du pétrole de schiste et gaz de schiste, parce qu'on parle de gaz de schiste, mais en fait, c'est de pétrole de schiste et gaz de schiste. Sur le plan géologique, aux États-Unis, les formations géologiques, quand ils traversent, ils trouvent le pétrole de schiste et aussi le gaz de schiste. C'est une opportunité pour eux et c'est un avantage pour eux dans la mesure où le pétrole, la marge bénéficiaire dans le liquide est plus importante que la marge bénéficiaire dans le gaz. Et donc, ils arrivent à exporter leur pétrole, une partie de leur pétrole et le gaz à un prix, disons, qui peut ramener à la compagnie des bénéfices. Maintenant, la problématique du pétrole et du gaz de schiste, c'est que les puits, il faut faire beaucoup de forage. Il faut faire, c'est des puits qui s'épuisent rapidement et il y a des normes environnementales très strictes qui coûtent beaucoup d'argent, qui font, je rejoins ce qu'il a dit, combien ça va durer. C'est la question à laquelle les experts, pour le moment, n'ont pas répondu. Maintenant, il y a certains endroits aux États-Unis où il y a eu des pertes parce que les formations géologiques, il y a des fissures, etc., où le gaz est remonté. Il y a eu des problèmes pour certains fermiers, pour leurs vaches, etc. Mais globalement sur 2021, si j'ai bonne mémoire, il y a eu 0,2%, il y a eu des problèmes. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Je rajoute une chose. Aux États-Unis, les puits de gaz de schiste, de pétrole de schiste, sont parfois dans des zones agricoles, dans des zones habitées. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a 7 bassins au sud, potentiellement producteurs de pétrole de schiste et de gaz de schiste, où il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de population. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il y a des mesures, la technologie est en train d'avancer, la fracturation hydraulique a beaucoup avancé, en matière de préservation de l'environnement, en matière de retraitement et d'unités de traitement des eaux qui remontent avec des produits chimiques. Et plus on avance, plus il y a de garanties techniques pour la préservation de l'environnement. Monsieur Preur, vous souhaitez commenter ce qu'il vient de dire? Non, je vais rajouter une chose. Bordel doit être d'accord avec moi. En fait, pour les gaz et pétrole de schiste, d'abord, le break-even point, le point d'équilibre aux États-Unis, il est autour de $40 le baril. Hein. À part le Dakota du Sud, où c'est autour de 25. La profondeur est... Mais en gros, c'est $40 le baril. Mais là où je suis inquiet, sincèrement inquiet, hein, c'est qu'il est connu que pour les pétroles et gaz de schiste, ce qu'on appelle les CAPEX, les investissements sont faibles, et les OPEX, les coûts d'exploitation sont élevés. Et là, les producteurs, tu ne me contrediras pas, de pétrole et de gaz de schiste américains sont dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire qu'ils empruntent pour produire et ils produisent pour payer leurs dettes. C'est fou, c'est un engrenage. Et dès lors que parce que je parlais tout à l'heure d'un effet papillon, et je pense aussi... c'est-à-dire qu'au pétrole et au gaz de schiste américain, c'est-à-dire que les producteurs ont emprunté à des taux zéro, et c'est des taux variables, hein, donc machine fixe. Hein. Oui, oui. Donc là, ils se retrouvent à rembourser avec des taux de 5%.
Mon avis, hein, j'espère me tromper, sincèrement j'espère, mais il y a une bulle spéculative et autour des pétroles et gaz de schiste américains, parce que 12,5 millions de barils par jour, ce n'est pas de la rigolade, c'est beaucoup. D'accord. Donc, si jamais cette bulle spéculative éclate, voilà, la crise des subprimes, ça sera une toute petite crise à côté de la crise que cela va générer. Donc parce que les banques qui ont prêté, elles ont titrisé également, comme elles ont découpé en rondelles les prêts qu'elles font aux producteurs de pétrole et de gaz de schiste, et elles ont dispersé ces titres à travers la planète. C'est-à-dire que c'était ce qui s'était passé pour les subprimes. Et moi, je suis très inquiet, parce que, rappelez-vous, en 2005, la Federal Bank américaine avait augmenté ses taux d'intérêt, alors qu'ils étaient autour des taux zéro auparavant. En 2007, il y a eu l'économie américaine a explosé en vol, et avec elle l'économie mondiale. Oui, absolument. Et en fait, on est là, on rentre dans une zone critique. En décembre, la Federal Bank américaine a augmenté à 5%. Comment ils vont se débrouiller, les producteurs de pétrole et de gaz de schiste américains, pour rester dans cette spirale endettement, production pour rembourser? Oui. À mon avis, c'est une situation très délicate, d'autant plus que les États n'ont plus la même résilience. Les États occidentaux américains, britanniques, la Grande-Bretagne est en récession, 0,7%. Europe, l'Allemagne qui était le driver de l'Union européenne, elle est complètement effondrée, l'Allemagne. Son déficit commercial a explosé. Donc, elle est dans une situation où elle est en perte de repère, parce que l'Allemagne, elle avait profité, elle n'avait pas de dépenses militaires. Pendant 40 ans, il lui était interdit de toucher à ces histoires-là. Et elle avait une énergie bon marché avec le gaz russe. Aujourd'hui, et donc elle avait en plus une zone d'influence dans l'Europe centrale, avec une zone à coût de main-d'œuvre réduit. Du coup, l'Allemagne a explosé, elle a dépassé la France, et aujourd'hui, l'Allemagne est en situation critique, alors que la France elle-même, 122% du PIB, 120% du PIB, son endettement, 3 000 milliards de dollars, 40 milliards de dollars par an sur 10 ans, la dette de 10 ans. Donc, on a une Europe qui est malade, un euro qui empêche les pays européens de manœuvrer, c'est-à-dire que la France, pour soutenir son commerce extérieur, ne peut pas dévaluer sa monnaie, puisque c'est tout le monde qui... Donc, les banques elles-mêmes sont endettées, donc les États sont endettés plutôt, pardon, et donc pour sauver leur système bancaire, sauver même le FMI, dans le dernier rapport du FMI, il relève ce risque systémique, à savoir que il y a une crise financière, les États n'ont pas la capacité de résilience pour supporter. Avant, on disait Wall Street, c'était la place rouge. Ils ont commencé à nationaliser les banques pour sauver le système financier. La Grande-Bretagne aussi, elle a nationalisé les banques pour maintenir la confiance. Donc là, à mon avis, les signaux que le marché pétrolier, quand j'ai parlé d'aversion au risque, et j'ai peut-être même un peu donné raison au marché, c'est qu'il y a réellement de quoi avoir une aversion au risque. Merci beaucoup, Dr Prare. On va clôturer ce débat car on arrive à terme de notre émission. Mais avant cela, j'aurais une dernière question à vous poser qui n'est pas du tout dans le même contexte. On va parler de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. J'aimerais votre commentaire, Dr Mendouche. Quel serait l'impact de cette élection sur l'économie en Afrique notamment ?
Tout d'abord, c'est une excellente chose que l'Algérie ait une place ou un siège, même si c'est à titre non permanent au sein de l'ONU. D'abord, tous les médias étrangers en ont parlé. C'est une victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique incontestable. Ça va lui donner un peu plus de poids, sa voix va être plus écoutée. Et vers l'Afrique, ça va lui donner un peu plus d'opportunités d'investissement surtout, et notamment ça va booster à mon sens le commerce algérien, les exportations algériennes en direction de l'Afrique. Monsieur Preur, même question, parce qu'on parle souvent de stabilité, de sécurité qui sont intimement liées avec un développement en Afrique. Donc, comment cela pourrait-il être possible avec l'élection de l'Algérie aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité? D'ordinaire, je n'aurais pas peut-être insisté sur cela. Mais vu les restructurations, les reconfigurations en cours de l'économie mondiale, il est positif que la voix de l'Algérie ait plus de portée. D'accord? Et je voudrais surtout dire que l'Algérie doit retrouver le rang qui doit être le sien dans l'économie mondiale. L'Algérie était un pays leader dans les nationalisations, dans la libération des pays, le soutien aux pays africains. Des ministres angolais, mozambicains, etc., ont été étudiants à Boumerdès. Ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord, des directeurs généraux. Donc l'Algérie doit retrouver la position qui est la sienne dans le concert des nations. Le fait que l'Algérie postule aux BRICS et que sa demande est recueillie un enthousiasme de certains pays est positif. Je pense que le niveau du PIB algérien doit se redresser, mais n'est pas un obstacle à ce que l'Algérie retrouve une place parmi les acteurs qui vont structurer l'économie mondiale de demain. Et je suis à l'aise pour le dire, puisque j'insistais tout à l'heure sur le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur énergétique. Merci beaucoup sur ces belles paroles, monsieur docteur Morad Preur. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier international. Merci beaucoup pour vos interventions. Docteur Bardad Mendouche, vous êtes expert en énergie, ex-PDG filiale Sonatrach. Merci à vous deux d'avoir surtout simplifié vos interventions pour que le téléspectateur puisse comprendre ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information et les débats continuent sur LRT Dial Oula. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du Monde de l'écho. Très bonne soirée à tous.